Bonjour tout le monde, nous allons commencer. Bienvenue au webinaire sur le volet belge de la campagne d'inspection du SLIC, le Senior Labour Inspectors Committee, sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la campagne Alléger la charge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, dite EU-OSHA. Et OSHA essaye toujours de chercher des partenariats et des synergies. Et ici, c'est le cas. Alors, avec la SLIC, Senior Labour Inspectors Committee, sur la prévention des TMS. Je vous rappelle que les questions et réponses peuvent être posées dans la partie du chat et que les présentations seront mises à disposition de tous les participants. Il y aura également un enregistrement de ce webinaire qui viendra sur la chaîne YouTube du SPF Emploi. Et les deux seront aussi mis à disposition via le site des événements du SPF Emploi. Voilà, d'abord un petit mot sur cette campagne Alléger la charge. Alors, il y a quelques chiffres, notamment la recherche ESNR de l'EU-OSHA. 3 sur 4 des facteurs de risque les plus fréquents pour la sécurité et la santé au travail sont liés au TMS. Il y a les mouvements répétitifs des mains ou des bras, une position assise prolongée, nous l'avons tous vécu pendant cette pandémie avec le télétravail, et le fait de porter ou de déplacer des personnes ou des charges lourdes. Environ 3 travailleurs sur 5 dans l'Union européenne se plaignent de TMS. Et selon Eurostat, une autre enquête européenne, 60% de l'ensemble des travailleurs de l'Union européenne sont confrontés à un problème de santé lié au travail, qui sont confrontés à un problème de santé lié au travail. Ils mentionnent le TMS comme leur problème le plus grave. La plupart des problèmes sont au niveau du dos et des membres supérieurs, mais vous voyez, il y a le cou, les épaules, les coudes, le dos, les poignets, les mains, les genoux, et les chevilles ou les pieds. Que sont les TMS professionnels? C'est des défiances des structures corporelles qui sont provoquées ou aggravées principalement par le travail. Et il y a toujours là une contribution possible des facteurs physiques, mais aussi psychosociaux, organisationnels ou individuels. Bon, c'est toujours possibilité d'éviter et de gérer les TMS, tout comme des autres risques, les risques classiques comme la sécurité. Pour ça, il faut une approche intégrée de la culture de prévention, et toutes ces actions devraient être fondées sur les principes généraux de prévention. Et là, on a évidemment l'analyse des risques, qui est essentielle dans la prévention et qui doit être participatif. Alors, chacun doit y participer, employeurs, dirigeants, travailleurs, les services de prévention, le comité pour la prévention et la protection au travail. Et tous les groupes de travailleurs doivent être couverts. Comme chaque analyse de risque, le processus doit être régulièrement révisé et actualisé. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup d'outils à disposition. Dans la campagne, il y a eu plusieurs domaines prioritaires qui sont traités le long de toute cette campagne qui a débuté en 2020. Il y a les faits, les chiffres, les maladies chroniques, le travail sédentaire, la diversité des travailleurs. Ceux-là sont tous traités. Actuellement, il y a un 7e, on va voir sur le slide prochain, c'est le télétravail. Et à venir sont encore les générations futures et les risques psychosociaux.
Excusez-moi. Alors, je suis ici au slide. Voilà. Maintenant, on est au télétravail. C'est le domaine des risques actuels, prioritaires actuels. On a vu que pendant la pandémie, la fréquence du télétravail dans l'Union européenne a augmenté et cette tendance se poursuivra. Le nouveau normal, dans le nouveau normal, il y aura aussi beaucoup de télétravail. Évidemment, voilà, le télétravail accroît le risque de souffrir de TMS. Et on voit que les plaintes ont considérablement augmenté. Et on voit ça aussi dans les visites des kinésistes ou des ostéopathes notamment. Et il faut toujours ne pas oublier que la corrélation entre les TMS et les facteurs de risque psychosociaux. Cette campagne a beaucoup de partenaires au niveau européen. Tous les institutions européennes, d'autres agences, partenaires médias, les partenaires sociaux, les partenaires de la campagne. Et tout est évidemment géré par les points focaux nationaux. Et il y a plein de ressources pour cette campagne disponibles. Si vous cliquez sur cette présentation que vous aurez après le webinaire, vous pouvez une fois aller voir dans les publications notamment le Hochwiki, mais ce que je vous conseille certainement, c'est d'aller vers la partie outils et orientation pratique. Mais la Belgique, l'ESPEVAMPA, a évidemment aussi beaucoup d'outils et de sources d'informations disponibles. Je les ai répertoriés là-bas. Il y a un site prévention des TMS qui est vraiment dédié uniquement au TMS. Il y a une partie sensibilisation, il y a une partie plutôt pour les PME. Notre site BSWIC, où il y a la thématique des troubles musculo-squelettiques, il y a des publications, il y a aussi le thème ergonomie et le thème télétravail. Et là, j'ai mis deux nouveaux outils. C'est le checklist du conseil pour le conseil en prévention interne sur l'ergonomie et les TMS et l'outil d'indicateur d'alerte ergonomie et prévention des TMS. Le premier est vraiment pour assister le conseil en prévention interne dans la politique de prévention de TMS dans l'entreprise pour voir qu'est-ce que lui peut et sait faire en interne de l'entreprise. Et le deuxième est plutôt en analogie avec l'outil d'indicateur d'alerte pour les risques psychosociaux. Celui-ci est plutôt pour tous les acteurs dans l'entreprise. Il y a aussi le conseil en prévention interne, mais par exemple aussi les RH, les services d'achat, etc. Via les liens là, vous pouvez aller les découvrir. Nous allons encore plus loin dans l'année aussi faire deux webinaires sur ces outils-là en particulier et d'autres outils disponibles. Et ça, nous disposons aussi d'animation TMS sur la chaîne YouTube du SPF, sur laquelle vous allez aussi trouver bientôt l'enregistrement de ce webinaire. Il y a la méthode SOBAN et il y a aussi toutes les bonnes pratiques, de l'abord des bonnes pratiques. Cette année-ci, pour cette campagne-ci, la sélection belge, il y a deux entreprises, c'est
ZNA, c'est un ziekenhuisnetwerk Antwerpen et Deleuze qui ont été repris au niveau belge. Voilà. Maintenant, ici, via ce lien-là, vous pouvez encore trouver toute information sur la campagne au niveau européen. Maintenant, je vais vous donner la parole à Madame Nicoletta Manolescu. Elle est inspectrice sociale auprès de la Direction générale contrôle du bien-être au travail de Bruxelles. Et elle fait aussi partie de la Direction nationale de connaissances ergonomie. Nicoletta, la parole est à vous. Merci Franck. Bonjour tout le monde. Donc, je suis inspectrice au contrôle du bien-être au travail et coordinatrice de cette campagne dans le cadre de la gestion des connaissances ergonomie au sein de notre SPF et surtout de la direction du contrôle du bien-être au travail. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction dans la campagne européenne, aussi que le contexte et la motivation qui a justement mis en place cette campagne, le checklist qui sera utilisé lors des visites d'inspection des inspecteurs sur le terrain et les attentes du CBE pour finir avec les questions et réponses. En ce qui concerne les objectifs de cette campagne européenne, l'idée de l'Europe, c'était justement de promouvoir la santé et la sécurité en matière des troubles musculo-squelettiques, donc TMS, au niveau européen. Pourquoi? Pour diminuer les maladies professionnelles et les accidents de travail. Un autre point, c'est élargir les connaissances, accroître l'uniformité des inspecteurs du travail européens en ce qui concerne le développement des troubles musculo-squelettiques et les moyens de réduire les facteurs liés à ces risques. Promouvoir des conditions d'équitabilité au sein de l'Union européenne et justement faire participer par la participation des États membres à cette campagne. Tous les États membres participent et chaque inspecteur de chaque État membre a la possibilité d'introduire via online sur la plateforme de l'Europe la collecte des informations qu'ils ont eues lors des visites sur le terrain. Les rapports et les résultats de cette campagne sera présenté au sein de la commission à la fin de l'année et on va essayer de la présenter par la suite dans les secteurs concernés. Tous les inspecteurs, donc tous les États membres qui participent à cette campagne donc chaque État membre a un minimum de 20 inspections à réaliser dans 2 secteurs parmi les 5 retenus par la Commission. Soins de santé, le secteur des soins de santé et services sociaux, industrie alimentaire et des boissons, activités de transport et messagerie, coiffeurs et barbiers et le secteur de la construction. En ce qui concerne la Belgique, nous avons retenu les 2 secteurs qui est l'industrie alimentaire et des boissons avec un code NACE qui commence par 10 ou par 11 et les activités de transport et de messagerie qui ont un code NACE qui commence par 52 ou 53. Pardon, j'ai été trop vite. Donc, j'ai mis la page de la plateforme de la Commission européenne que vous
pouvez avoir accès. Donc, la présentation sera aussi mise sur la plateforme et vous avez la possibilité de rentrer sur la plateforme en cliquant sur le Slick Public Accès sur la plateforme de la Commission européenne. Et là, vous allez avoir différents documents qui ont été réalisés par la Commission, qui sont traduits dans toutes les langues de tous les États membres, notamment le guide, le checklist, les différentes informations qui sont mises à la disposition de tous le public intéressé. La campagne, en ce qui concerne les visites d'inspection, seront réalisées en Belgique entre 15 mars et 30 juin. Ici, vous avez un timeline de toute la procédure, toute la mise en place de cette campagne. Mais en ce qui concerne les visites d'inspection, elles seront réalisées entre 15 mars et 30 juin. Minimum 20 inspections dans chaque pays, État membre, dans les 2 secteurs. Maintenant, quel est le contexte et la motivation de cette campagne? Comme Franck a expliqué tout à l'heure, il ressort d'une statistique réalisée par la Communauté européenne en 2013 que le premier problème lié à la santé au travail représente 60% des troubles musculo-squelettiques. À côté de ça, on a 24% des autres problèmes de santé et surtout, il y a aussi le domaine des aspects psychosociaux qui est aussi lié aux troubles musculo-squelettiques, comme Franck l'a rappelé tout à l'heure. Alors, sur base d'une autre statistique de FEDRIS, qui a mis en évidence justement certaines maladies professionnelles telles que la tendinopathie, le syndrome radiculaire au niveau de la colonne lombaire, les maladies osseuses et articulaires sans autre spécification, et les maladies des membres supérieurs qui ressortent de cette statistique réalisée en 2013 pour un montant au niveau des chiffres de l'intervention de l'assurance de plus ou moins 92 millions d'euros. Par ailleurs, toujours sur base des statistiques qui ont réalisé dans la plupart avant la pandémie, entre 2010 et 2015, il s'avère qu'il y a une diminution des pourcentages des douleurs musculo-squelettiques des membres inférieurs, mais qui sont très insignifiants, de 1%. Aussi, diminution des douleurs musculaires dans les épaules, le cou et les membres supérieurs de 2%. Le mal au dos, je rappelle, entre 2010 et 2015, a diminué de 3% et un ou plusieurs troubles musculo-squelettiques a diminué également de 2%. Cependant, des autres statistiques réalisées par l'agence européenne SNR entre 2014 et 2019, toujours avant la pandémie, révèlent des problèmes, des facteurs de risque des troubles musculo-squelettiques qui sont répandus et qui sont aggravés au niveau des mouvements répétitifs des mains, des membres supérieurs des mains, du bras. Tiens, on voit déjà deux facteurs qui sont mis en évidence, notamment la position assise prolongée qui a été déjà assez aggravante de plus de 50% et la position fatigante, douloureuse. Mais qu'est-ce que ça va donner après le télétravail? Donc après la pandémie, les statistiques vont relever vraiment des autres chiffres, ça c'est évident. Mais
pendant cette période, il s'avère que le soulèvement et l'enlèvement des personnes ou des charges lourdes dépasse les 50% par rapport en 2014, parce qu'en bleu, vous avez les chiffres de 2014 et en rouge, les chiffres du 2019. Et la pression du temps, ça représente, c'est aussi en augmentation. Au niveau des deux secteurs dont nous allons réaliser, qui ont été retenus par notre pays, dans lesquels nous allons réaliser des inspections, le secteur des transformations des aliments est constitué des entreprises qui transforment des produits animaux et végétaux couvrant un très large éventail d'activités, allant de la production de viande, de bonbons, d'alcool, à la confection des confitures et des jus ou des aliments congelés, en passant par l'industrie laitière et les boulangeries. Donc, toutes ces entreprises, dans la plupart, seront visitées. Le processus de production nécessite dans ce secteur un niveau important de manutention manuelle des charges, de où il ressort un certain nombre de facteurs de risque lors des opérations de pliage répétitives, lors d'une opération d'emballage, des déplacements de pièces lourdes, volumineuses, encombrantes lors du transport sur longue distance, ce qui amène à des lésions dorsales représentant environ un tiers des cas de problèmes de santé au travail dans ce secteur. Entre autres, on ne doit pas oublier dans ce secteur les travailleurs effectuant des tâches plus légères et répétitives, comme sur les chaînes de production, qui peuvent souffrir des blessures chroniques persistantes telles que les troubles des membres supérieurs liés au travail, qui représentent près d'un quart des cas de problèmes de santé de nature professionnelle. Donc, dans ce secteur, on a la plupart des lésions musculosquelettiques sont dues aux causes qui sont l'empilage ou désempilage des conteneurs, comme c'est le cas par exemple des boîtes, des caisses, des sacs, lors des actions de poussée d'engins montés sur roulette comme des grilles du four ou des chariots de produits, le découpage, le désossage de la viande et de la volaille, l'emballage des produits comme le fromage, la pâtisserie, les biscuits, et ou la manutention des conteneurs et des boissons comme les tonneaux, les fûts et les caisses. Donc, c'est le moment de justement mettre en évidence l'importance du système dynamique de gestion des risques, des participations des acteurs concernés tels que les services de prévention compétents internes et ou externes, le comité, les membres du comité des participation des syndicats ou des travailleurs lors de l'évaluation des risques. Évaluation des risques qui est une phase importante à charge de l'employeur. Une fois que cette évaluation, cette analyse des risques a été réalisée et elle a mis en évidence l'importance de la mise en place des mesures, premièrement, on ne doit pas s'arrêter à réaliser cette analyse des risques sans donner suite à la programmation des mesures de prévention dans un plan global et plan annuel. Et deuxièmement, une fois qu'on a réalisé l'analyse des risques, on ne doit pas se coucher sur les deux oreilles en se disant bah, c'est bon, l'analyse des risques a été réalisée, on ne la touche plus, même s'il y a des autres facteurs qui reviennent par la suite. Donc, ça rentre tous ces documents, tous ces, je vais dire,
facteurs qui influencent, qui mettent en évidence les risques et la nécessité des mesures de prévention rentrent dans un système dynamique de gestion des risques. Et le nom le dit, c'est un système dynamique. Donc, tous les 3 documents doivent régulièrement être revus avec les acteurs concernés. Dans ce secteur de transformation des aliments, il y a environ un tiers des blessures qui sont signalées, qui représentent des lésions graves, aiguës, causées par la manipulation et le levage des charges. Plus de la moitié des blessures et des lésions résultent du levage des objets lourds. Le deuxième secteur, qui est le secteur des transports et du courrier, qui représente déjà au sein de l'Union européenne 8,1% du nombre total de personnes actives font partie de ce secteur. Et il englobe 5,2% du nombre total des entreprises au niveau européen. Donc, en 2017, il ne faut pas oublier que ce secteur, il est en pleine croissance. Il ressort des statistiques qui ont été réalisées en 2015 que 46% des travailleurs présents dans ce secteur ont souffert des maux de dos au cours d'une période de 12 mois. Et la manutention manuelle des charges représente une tâche qui est liée à un risque lors des travaux qui sont réalisés avec le tronc courbé ou tordu lors de la manipulation de la marchandise, des emballages, le chargement, déchargement de la marchandise, le transport entre le véhicule et le destinataire et la manipulation des retours qui ne sont pas toujours emballés de manière suffisamment faisable pour justement manipuler la charge, permettre aux travailleurs de manipuler la charge d'une façon correcte. La manipulation de la bande transporteuse et une cage, une palette ou une boîte ou l'emplacement libre dans le porte-charge. On ne doit pas oublier que les travailleurs travaillent avec les mains au-dessus de la hauteur de leur épaule et sous l'auteur des genoux, comme c'est par exemple le travail avec un scanner manuel et les risques liés à la conduite du camion, des camionnettes, position non naturelle et des risques au niveau du cou et de la colonne vertébrale. Les maladies professionnelles de type troubles musculo-squelettiques reconnus varient d'un État membre à l'autre. Et les accidents, les exemples des accidents sont tels que la perte de contrôle des moyens de transport ou des outils à main lors du levage, transport et mouvements non coordonnés. Et nous arrivons au vif du sujet, donc le checklist qui sera utilisé par chaque inspecteur. Ce checklist est au niveau, excusez-moi, oui, voilà, ici. Donc, le checklist est présenté au niveau européen sous forme c'est un document que, je répète, a été déjà intégré sous la plateforme de la Commission, donc vous le trouvez facilement. Donc, la Commission, le but de cette campagne, c'est justement voir la présence de l'analyse des risques. Est-ce que cette analyse des risques a été réalisée concernant la prévention des troubles musculo-squelettiques? La participation des
des acteurs concernés, tels que la direction, la ligne hiérarchique, le travailleur concerné, le service interne, externe, les spécialistes, les ergonomes. Les registres, est-ce qu'il y a la présence des registres concernant les troubles musculo-squelettiques tels que registre des accidents de travail, des absences du travail liées aux troubles au TMS, des maladies professionnelles liées au TMS? Et est-ce que les chiffres sont vraiment partagés entre le personnel féminin et le personnel masculin? On va voir, je vais vous présenter ou je vais vous, c'est mis sur la présentation, le lien justement, parce que au niveau physiologique, physique, je vais dire, une femme ne peut pas porter la même charge qu'un homme. Donc, c'est différent. L'évaluation des risques, est-ce qu'elle englobe les risques ergonomiques existants tout en tenant compte de la fréquence, de la durée, de l'intensité associée aux éléments tels que le travail répétitif, la manutention manuelle, levage et transport, poussée et traction, posture et mouvement lors du travail, station debout prolongée ou assise prolongée, donc les deux représentent un risque pour les TMS. Les méthodes d'évaluation, je vais vous présenter par la suite. Est-ce qu'on a tenu compte justement dans cette évaluation des risques des vibrations, des bruits intenses, des températures élevées et des températures basses? Est-ce que les autres facteurs aggravants ont été inclus, comme c'est le poste de travail nécessitant beaucoup de force, beaucoup de précision, des vitesses? Est-ce qu'on tient compte du fait que l'objet est lourd et difficile à saisir, comme c'est le retour, comme c'était le cas du retour des marchandises? Les postes de travail ont été adaptés en fonction des besoins individuels. L'application d'un système de primes récompensant une qualité. Donc, ça, c'est au niveau social, existence des perturbations inattendues fréquentes dans la production sur lesquelles le salarié n'a aucun contrôle. Donc, voilà, il y a différents points dont au niveau européen, on doit les parcourir lors de notre visite. À ces points, au niveau de la Belgique, nous avons vraiment approfondi en fonction de la base légale. Donc, vous avez le checklist qui est lié à la base légale, qui se trouve principalement dans le code et dans la loi relative au bien-être au travail. Donc, au niveau les instructions qui ont été fournies, formation, information qui a été donnée aux travailleurs. Au niveau de l'exécution, la hiérarchie des mesures, est-ce qu'elle a été mise en place lors du choix des mesures, donc pour éviter les risques, pour des mesures collectives, équipements de protection collective EPC ou équipements de protection individuelle qui ont été mis en place pour prévenir les risques. Est-ce que les mesures de prévention ont été intégrées dans un plan global d'action de prévention et du plan global, est-ce qu'il ressort chaque année, on y va chercher les mesures de prévention annuelles? J'attire votre attention que le plan global doit être évalué chaque année et une fois évalué, le plan annuel d'action, il sera pour l'année suivante, il ressortira directement du plan global. Est-ce qu'il y a une révision des mesures? Donc, chaque année, est-ce qu'on a prévu encore à intégrer dans l'analyse des risques qu'on a réalisé une fois? Au début, est-ce qu'on a ajouté tous les équipements qui ont changé, les autres travailleurs qui ont été engagés? Il y a une partie qui ont quitté l'entreprise. Il y a des nouveaux travailleurs qui ont été
qui ont intégré l'entreprise. Donc, c'est très, ça rentre, tous ces documents, tous ces démarches rentrent dans un système dynamique de gestion des risques. Donc, le processus d'évaluation des risques des TMS, est-ce qu'il a atteint sa finalité? Est-ce que les représentants des travailleurs ont participé, donc les membres du comité ont participé, ont donné leur avis, on a présenté cette évaluation des risques? Est-ce qu'on a présenté les mesures? On a pris les mesures? Oui, pourquoi? Pourquoi on n'a pas pris les mesures qui étaient plus urgentes? Donc, c'est le rôle aussi des membres du comité de s'intégrer, de s'intéresser à cette analyse des risques. Différentes méthodes ont été proposées par la Commission européenne que je vais les parcourir par la suite. Et l'analyse des risques doit tenir compte des catégories spécifiques des travailleurs, des catégories telles que les jeunes au travail, les personnes âgées, les personnes féminins, masculins, les travailleurs migrants, les travailleurs intérimaires, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs postés, les télétravailleurs et les groupes de travail multiculturels. La documentation est-elle appropriée au point de vue de sa forme et de son contenu? Donc, c'est un autre point. Les mesures ont été prises et engagées à leur efficacité. Donc, est-ce qu'on voit l'efficacité qui a été mise sur le terrain? Est-ce que les mesures, donc sur base de tous ces points qui ont été parcourus avec les personnes sur le terrain, l'inspecteur a la possibilité de dresser en fonction des anomalies, des infractions constatées sur base de la législation sur le bien-être au travail ou un avertissement ou une injonction. En ce qui nous concerne, nous, on ne donne pas des amendes. Donc, ça, c'est un checklist européen qui prévoit des amendes, comme c'est les Pays-Bas et des autres pays qui peuvent vraiment dresser sur le terrain des amendes. Alors, pour ce qui est des méthodes liées aux deux secteurs qui sont adaptés à mettre en place, à utiliser pour justement évaluer des risques. Il y a la méthode ART. Cette méthode évalue les tâches répétitives des membres supérieurs. Donc, il faut savoir que chaque méthode est réalisée ou via un checklist ou via un système de grilles où la personne qui réalise l'analyse des risques va vérifier, va vraiment prendre le temps pour regarder quelles sont la fréquence, la répétition des mouvements des parties supérieures, du cou, de la tête, les postures au travail. Et c'est sur base de ces grilles, il y a un résultat, mais c'est vraiment pour chaque méthode, il y a un résultat qui est lié à une mesure à prendre pour justement diminuer, réduire au maximum le risque. Donc, en ce qui concerne cette méthode ART, c'est un outil qui est conçu pour aider à évaluer les tâches nécessitant des mouvements répétitifs des membres supérieurs. Une autre méthode, c'est la méthode ARM, qui, elle aussi, c'est une méthode qui évalue les risques des mains, des bras lors des tâches, qui est validée pour déterminer les risques de douleur des membres supérieurs. Cette méthode aide à avoir un aperçu de la présence des risques pour la santé et sécurité des travailleurs. Elle identifie les principaux facteurs des risques.
Elle permet de vérifier, donc j'ai mis seulement une partie de la méthode, donc chaque fois vous avez une partie et vous avez le lien pour justement approfondir cette méthode. Une autre méthode, c'est la méthode KIM pour ceux qui ont déjà plus de connaissances dans l'économie. Cette méthode est régulièrement utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle elle a la possibilité d'évaluer les risques des troubles musculo-squelettiques pour les travailleurs effectuant des tâches impliquant les charges physiques, tels que le levage, le soutien, le support de plus de 3 kg, la traction poussée des charges de travail répétitif, les postures contraignantes du corporel, les forces globales du corps, la motricité de celui-ci. Donc, vous avez toujours des grilles qui sont mis à la disposition, qu'il faut parcourir avec les acteurs pour justement mettre en évidence les mesures à prendre. Une autre méthode, c'est la méthode MAC. Cette méthode a comme objectif réduire le niveau des risques global de la tâche lors des levages des charges. On a donc il y a aussi la méthode tilt thermomètre qui n'est pas adaptable pour justement les deux secteurs dont nous allons visiter. La méthode taille non plus n'est pas adaptée à évaluer les risques, à mettre en évidence les risques pour les deux secteurs, mais je préfère vous les citer. Par ailleurs, il y a la méthode Keck qui, elle, évalue au niveau du coût d'avant-bras et avant et après l'intervention ergonomique. Elle a aussi un instrument un instrument via une grille qu'on doit parcourir en collaboration avec, c'est mieux, en collaboration avec les travailleurs pour les charges d'exposition, les facteurs pour mettre en évidence les facteurs des risques musculo-squelettiques du dos et des épaules via ce checklist. Une autre méthode, c'est la méthode RAP. Cette méthode est un outil qui est conçu pour évaluer les principaux risques liés à l'opération des poussées et des tractions manuelles des charges. Opération qui implique vraiment un effort total du corps. Donc, c'est aussi via des grilles d'évaluation. Donc, vous avez toujours le lien pour approfondir chaque méthode. Et par ailleurs, il y a la méthode NIOSH, OCRA, MDD et aussi FIFARIM, que je vais vous parler dans l'avant-dernier point. Pour des outils qui sont mis à la disposition sur les plateformes pour aider l'employeur en collaboration avec les acteurs concernés à évaluer les risques TMS. Ici, je regarde le temps, mais on n'aura pas le temps de mettre il y a un petit film pour justement vous sensibiliser par rapport à chaque catégorie des travailleurs, mais vous avez voilà, le lien sur les slides. Je préfère continuer avec quelles sont les attentes de notre direction du contrôle du bien-être au travail. C'est justement, j'ai donné comme exemple donc, un tableau qui, en fonction de la probabilité des risques et la sévérité des risques, peut justement aider l'employeur à avoir des outils
pour l'aider au mieux à mettre en évidence les risques. Tout ce qui est en rouge, c'est des mesures à mettre directement en place, à intégrer, à programmer dans le plan global et surtout dans le plan annuel, en fonction, bien sûr, des budgets, des moyens et tout ce qui suit. Mettre en place également des formations et informations. Ces formations et informations doivent être adaptées, adéquates et adaptées au poste de travail pour chaque travailleur. C'est des formations type que souvent on trouve sur le terrain qui ne sont pas vraiment adaptées. Par exemple, pour un maçon, il faut vraiment trouver, et il y en a tout plein sur Internet, des formations qui peuvent au mieux aider les acteurs concernés à mettre en place, et surtout la répétition. Pourquoi? Parce que on a l'habitude, et par habitude, on fait les mêmes erreurs, et c'est là qu'on peut avoir les risques qui ressortent. Donc, les atteintes, c'est le dépistage, l'observation qui est faite lors de l'analyse des risques, la participation des experts, de l'ergonome, l'autre proposition des mesures de prévention et évaluation des mesures mises en œuvre. Je vous ai parlé de la méthode FIFARIM. Je vais me dépêcher parce que je vois que le temps court. Les postures, donc les postures, c'est important d'analyser si le tronc est penché en avant, si les bras sont au-dessus des épaules, au-dessus, quelle est la charge, quel est le poste de travail. Donc, prendre vraiment un temps et indiquer le temps et voir un petit peu quelles sont les postures de chaque travailleur. Voir aussi collaborer avec les personnes concernées, les travailleurs, le faire participer, à savoir combien des fois ils ont eu des maux au cou, au genou, au dos, pendant des périodes spécifiques, pour nous aider à justement mettre en place des mesures. Par exemple, pour le dos, dans l'abattoir, il y a des problèmes pour 3 travailleurs qui ont vraiment des problèmes graves des dos. Ça, on doit prévoir vraiment des mesures, et les experts sont là pour justement prévoir des mesures, conseiller des mesures. Ces mesures doivent être mises en place. Ici, vous avez la méthode KIM pour le désossage. Vous avez aussi pour le travail manuel. Vous avez aussi pour le courrier aussi la méthode KIM qui est très adaptée, qui donnera un résultat qui, lui, il va proposer des mesures. Et finalement, ces mesures doivent être intégrées, bien sûr, dans un plan global d'action et un plan annuel, pour justement, en fonction, en donnant le nom des responsables, le budget, le timing et l'évaluation, parce que c'est comme je l'ai dit au départ, ça rentre dans un système dynamique de gestion des risques. Donc, on check, on acte, on l'intègre dans le plan et on le met en place. Voilà ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre participation et pour l'écoute surtout. Merci Nicoletta. C'était très intéressant d'avoir le regard d'une inspectrice sur les TMS et ce qu'une entreprise doit faire pour les gérer, et l'analyse des risques TMS en particulier. Entre-temps, comme déjà dit, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou dans les questions-réponses. Comme déjà mise, toutes les présentations seront mises à disposition de tous les participants. Ce webinaire a été enregistré et sera mis sur la chaîne YouTube USPF Emploi après montage. Et les présentations et l'enregistrement seront aussi mis à disposition via le site des événements du SPF Emploi. Il y avait aussi une question
Sur le checklist, Nicoletta, Oui, j'ai déjà répondu que le lien vers le checklist est dans votre présentation oui, oui. et que les présentations vont être mises au courant. Maintenant, j'ai eu une extra question là-dessus. Est-ce que c'est possible d'avoir la checklist sous format Excel? En fait, oui. En fait, ce que je souhaite encore vous dire, c'est que la checklist prévoit vraiment un contrôle des bases. On commence par un contrôle des bases au niveau de la structure organisationnelle. Pourquoi? Parce que c'est la base du bien-être. Donc, est-ce que la présence du service interne, du service externe, l'affiliation au service externe, la présence et le bon fonctionnement du comité, si c'est le cas, de l'ergonome, la connaissance de l'ergonome au sein euh, de la société visitée et surtout, donc il y a plusieurs éléments qu'on visite et on contrôle aussi. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, au niveau de la protection de la maternité, l'analyse des risques, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le terrain, on a les travailleuses qui sont là, qui sont présentes, mais ça, on va visiter aussi. Pour la possibilité d'avoir le checklist, je vais me renseigner auprès de notre direction pour savoir si on peut mettre ce checklist on peut le distribuer ou pas. Donc, je préfère être prudente. Vous dire, enfin, une partie, elle est déjà dans ma présentation. Donc, je pense qu'il n'y en aura pas de problème. Non, je ne pense pas qu'il y en aura. OK, merci. Il y a un petit ajout que c'est dans le but de faire éventuellement des auto-évaluations au sein de l'entreprise. Oui, comme j'ai déjà mentionné, ça dépend quelle auto-évaluation que vous voulez faire, parce que comme j'ai mentionné déjà, l'SPF vient aussi de sortir 2 checklists justement pour faire des auto-évaluations dans l'entreprise, celui pour le conseil en prévention interne et l'autre, les indicateurs d'alerte, notamment pour tous les acteurs dans l'entreprise, aussi conseil en prévention interne, mais le management, RH, service d'achat, le comité et tous les autres. Et j'ai mis les liens pour ça dans ma présentation que vous aurez aussi. J'ai listé pas mal d'outils et de sources d'informations là-dedans. En cliquant dans ma présentation, vous allez tout retrouver. Ah, il y a une autre question. Bonjour, les inspections sont faites plutôt dans les grandes entreprises ou vous inspecterez également de très petites entreprises? Oui, le but est de visiter toutes les entreprises. Donc, principalement celles des plus des 5 travailleurs, mais on va pas, enfin voilà, on privilégie pas uniquement les grandes entreprises. OK. Je regarde dans le chat et dans le Q&A s'il y a d'autres questions. Pour le moment, j'ai plus rien. Encore une question, une remarque? En attendant une question éventuelle, il y a, vous aurez de Madame Samori aussi un email pour l'évaluation de ce webinaire. Et via cet email, vous aurez aussi accès aux présentations. C'est elle aussi que vous
pouvez contacter. Elle a mis ses coordonnées dans le chat. Si vous désirez d'obtenir un formulaire, une attestation de participation. Voilà, je regarde encore, mais je ne vois plus d'autres questions. Tout a été très clair alors, Nicoletta. Espérons. Espérons. Un grand merci pour votre présentation. Merci aussi. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire et à la prochaine. Merci. Au revoir.